Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous tenais tout d'abord à remercier le CNESCO pour l'invitation à participer à cette conférence de consensus. Je tenais aussi à dire qu'en tant que chercheuse, je trouve que c'est très important que ces débats aient lieu, à la fois pour faire connaître, faire circuler les résultats de la recherche et aussi confronter les résultats produits dans différentes disciplines et domaines les uns avec les autres. Mais aussi en tant qu'enseignante, j'enseigne à l'INSPE de l'Académie de Versailles. J'espère en tout cas que ces débats auront un impact significatif sur la formation des enseignants. Alors, je teste juste mon pointeur. Non. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, non. 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 Pour revenir en arrière. Non. Non. Désolée, pour revenir en arrière. Non, ça fonctionne. Il faut utiliser des flèches. Ouais. Mais là, je ne fais que avancer. Ouais. Et de l'autre côté, voilà. Et là, ça fait... Non, ça fait un... Je sèche. Donc, Monica Messe-Dorouet qui tenait à illustrer les difficultés d'utilisation de la technologie. Bon, ben, on va me chercher un autre pointeur. Alors, c'est pas moi. Est-ce que c'est ça, peut-être? Ah, voilà, c'est bon. Je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans les plus 20 minutes qui me restent, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse à cette vaste question, n'est-ce pas, qui est comment développer un esprit critique qui fasse sens avec l'expérience quotidienne des élèves. Je commencerai tout d'abord par une définition de ce qu'est l'esprit critique, notion elle-même très large, n'est-ce pas, qui inclut plusieurs dimensions. Je vais me centrer sur l'une des dimensions de l'esprit critique plus particulièrement, qui est l'évaluation de l'information. Ce n'est pas la seule, mais c'est tout de même, à mon sens, une dimension fondamentale. Je passerai ensuite à l'analyse de 3 facteurs cognitifs et sociaux qui ont fait l'objet de nombreuses études dans la littérature et qui font le lien entre l'esprit critique et l'expérience quotidienne des élèves. Puis je terminerai par quelques pistes pour permettre la prise en compte de l'expérience des élèves dans l'éducation à l'évaluation de l'information et aussi quelles sont les opportunités en classe pour développer l'esprit critique et l'évaluation de l'information. Avant de revenir sur la définition de l'esprit critique, je me permets de raconter une petite anecdote ici qui, pour moi, fait bien le lien entre esprit critique et expérience du quotidien. La photo que vous voyez ici à l'écran, elle a été prise en 2015, donc ça date déjà un peu, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous feront le lien avec des événements plus récents. Elle montre une manifestation lycéenne. Ce sont 3 lycéens d'un établissement dans le nord de la France qui ont décidé de manifester contre la soi-disant suppression de 2 semaines de vacances d'été par François Hollande, président à l'époque. Les jeunes se sont rassemblés devant le lycée, ils ont bloqué l'entrée du lycée, ils ont jeté des œufs sur les fenêtres et causé d'autres dégâts. Finalement, la manifestation s'est terminée, heureusement, sans conséquences plus graves que ça. Sauf que cette soi-disant suppression était en fait un canular qui circulait déjà depuis 3 ans sur Internet, sur les réseaux sociaux.
et qui visiblement n'a pas été détecté et qui a quand même entraîné l'organisation d'un mouvement collectif de protestation. Donc, si je raconte cette anecdote, c'est pas pour dire les ados ils font n'importe quoi, ils peuvent gober n'importe quel type d'information, mais c'est pour renforcer l'importance d'analyser quelles sont les raisons qui amènent les gens à accepter les informations et jusqu'à aller au point d'organiser une mobilisation collective. Est-ce que ces jeunes n'ont pas regardé d'où venait l'information, quelle était la source de l'information? Est-ce que peut-être ils ont considéré que la source était leurs copains qui leur ont envoyé l'information via les réseaux sociaux, donc des sources sur lesquelles ils font généralement confiance, ou est-ce que c'est encore une autre motivation? Quoi qu'il en soit, cette anecdote, elle montre bien que le lien entre esprit critique et expérience du quotidien est très important et qu'il faut pouvoir en parler et peut-être enseigner même ces choses-là directement à l'école. Mais qu'est-ce que l'esprit critique exactement? Non, voilà. Alors, l'esprit critique, je l'ai déjà dit, on le sait tous, c'est une notion assez large. Beaucoup de choses peuvent être mises derrière cette expression-là. C'est une notion complexe qui fait référence à un jugement volontaire et autorégulé qui peut aboutir à différents processus d'interprétation, d'analyse et d'évaluation de l'information. Voilà une définition qui a été proposée de l'esprit critique d'un point de vue socio-cognitif. L'esprit critique peut être défini comme la capacité à ajuster son niveau de confiance de façon appropriée selon l'évaluation de la qualité des preuves à l'appui et de la fiabilité des sources. Exercer un esprit critique vis-à-vis des informations qu'on reçoit ne veut pas dire tout critiquer, mais être en mesure d'évaluer la qualité et la crédibilité de l'information sans se laisser entraîner par des indices superficiels, tels que le design d'une page web ou le nom d'une source. Une telle capacité se développe en fait depuis les premières années de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et elle dépend de plusieurs facteurs qui sont internes et externes à l'individu. Et je vais maintenant aborder les trois facteurs, des plusieurs facteurs, mais les trois qui ont fait l'objet de nombreuses recherches dans le domaine de la psychologie du développement et de la cognition, mais aussi dans des domaines connexes comme les sciences de l'information et de la communication et les sciences de l'éducation, qui sont les modalités d'interaction avec les sources d'information, les processus de compréhension des documents multiples auxquels nous sommes tous exposés actuellement, et le type de tâche qui est utilisé dans la recherche d'informations. Les psychologues du développement s'intéressent depuis longtemps aux interactions entre les enfants et les adultes et comment les enfants interprètent le statut de l'adulte dans leurs interactions. Et quelle est la disposition des enfants à accepter des ordres venant des adultes. Beaucoup d'études montrent que très tôt, dès l'âge de 3-4 ans en fait, les élèves ont déjà une perception critique vis-à-vis du statut de l'adulte. Par exemple, selon qu'un adulte qui vient dire aux enfants « arrêtez de vous disputer », selon que cet adulte est leur maîtresse ou leur maître, ou un adulte qui passait juste par là, ou encore le vendeur de bonbons de l'autre côté de la rue, ils auront plus ou moins ils montreront plus ou moins de volonté d'accepter, d'arrêter de se disputer. D'autres études plus récentes montrent encore que les élèves très tôt, vers 4-5 ans, sont capables de faire une pondération entre l'expertise
d'un personnage ou d'un adulte et sa bienveillance vis-à-vis du sujet sur lequel il s'exprime, et de choisir de croire ou de ne pas croire cet adulte-là selon qu'il est expert mais aussi bienveillant par rapport à ce sujet. Toutes ces études-là se centrent majoritairement sur un cadre de communication orale, en face à face, dans lequel les enfants peuvent voir la source d'information à laquelle ils sont confrontés. Et dans ces situations-là, il semblerait effectivement que l'évaluation des sources soit quelque chose de relativement spontané, qui surgit très tôt dans l'enfance et qui est guidé par des indices visuels et sociaux aussi sur le rôle de cette source dans le contexte dans lequel on se situe. Dans le cadre de l'information écrite, par exemple, quand on cherche des informations sur Internet pour répondre à une question, la situation est plus compliquée. Et cette évaluation des sources semble être beaucoup moins spontanée. Une hypothèse, donc pourquoi est-ce que c'est plus difficile d'évaluer les sources quand je suis face à un document qui a un auteur, qui a été publié sur un certain support, avec une certaine date? Pourquoi est-ce que tous ces comportements spontanés d'évaluation de l'information ne surgissent pas? Une hypothèse, c'est que l'information écrite, elle nous donne des indices qui sont plus abstraits sur la source. C'est la description d'un statut professionnel, par exemple, d'un auteur. C'est la connaissance, des connaissances documentaires sur les différents supports qui existent de publication de l'information. Et en fait, ces informations, elles sont en quelque sorte peut-être plus difficiles à interpréter. Cette complexité de l'évaluation de l'information écrite, elle s'observe dans les études sur la compréhension de documents multiples. Imaginez par exemple un élève qui, pour un devoir scolaire, doit répondre à la question « Est-ce que l'aspartame est mauvais pour la santé ?» Cherchez des informations sur Internet pour répondre à cette question. Probablement, il va trouver une multitude de documents sur cette question qui peuvent être controversés, donc un thème éminemment controversé sur lequel il y a débat. Donc ils peuvent retrouver un document qui est plutôt pondéré sur les risques et les apports de l'aspartame. Un autre document qui va dans le sens de dire non, il n'y a aucun risque de l'aspartame pour la santé. Ou encore un autre qui va justement dans le sens inverse pour dire que l'aspartame est un dangereux poison. Évidemment, ces documents-là, ils n'ont pas le même statut. Ils proviennent l'un d'un forum, l'autre d'une agence officielle, l'autre d'un industriel qui fabrique des sodas dans lesquels on utilise l'aspartame. Mais quand on demande seulement à l'élève de répondre à cette question sur la base de ces documents-là, beaucoup d'études montrent que les élèves se centrent sur le contenu. Qu'est-ce qui est dit? Dès lors que l'on a trouvé la réponse à la question, on ne se soucie pas spontanément de mentionner la source de l'information. Ces documents, ces exemples-là que je vous montre ont été utilisés dans une étude que nous avons réalisée auprès d'élèves de 3e en France et en Allemagne. On trouve des résultats très similaires. Les élèves, quand on leur demande, ils répondent voilà, c'est oui ou non, est-ce que c'est mauvais pour la santé, sur la base de contenus piochés dans l'un ou différents documents. Quand on débrief avec eux ensuite, mais pourquoi est-ce que tu as vu que ces documents venaient de sources différentes? Ils étaient publiés sur des sites différents. Ah ben oui, je l'ai vu. D'ailleurs, voilà, celui-là, il a été publié par cette entreprise-là qui fabrique des boissons avec l'aspartame, donc je ne sais pas trop. Et pourquoi tu n'as pas mentionné alors cette information dans ta réponse? Ah ben madame, mais vous ne m'avez pas demandé de citer les sources. C'est ce qui a été dit déjà, relevé dans la présentation de Gilles Sahu hier. Lorsqu'il n'y a pas une consigne explicite d'évaluation des sources d'information, les élèves ne vont pas nécessairement construire une représentation de la tâche qui inclut l'évaluation des sources comme quelque chose d'important. Et
Ça s'appelle construire un modèle mental de la tâche qui a été proposé dans un modèle théorique sur la lecture-compréhension de documents multiples, qui dit que cette lecture-là est en fait une lecture assez complexe, plus complexe en tout cas que celle d'un texte simple, unique, que l'on lit dans le but de le comprendre. Quand on est face à des documents multiples, la problématique de la source de l'information, elle revient de manière très prégnante. Et si la tâche qui est donnée à l'élève n'inclut pas un composant qui lui demande de faire attention à la source, spontanément, cela ne va pas nécessairement surgir. Donc, cette consigne explicite d'évaluation de l'information peut entraîner la formation d'un modèle qui est centré sur la réponse à la question et qui minimise l'attention portée aux sources. Mais l'attention portée aux sources n'est pas qu'une question de consigne non plus. Le type de tâche en lien avec l'expérience quotidienne des élèves peut aussi influencer cette attention. Des études montrent tout d'abord études par enquête auprès d'élèves, que l'expérience quotidienne des élèves peut influencer l'attention qu'ils vont porter aux sources d'information. Donc, il est très facile, en fait, de passer d'une recherche, on est en train de faire une recherche scolaire, et passer d'une recherche scolaire à une recherche personnelle est quelque chose qui se fait finalement de manière assez poreuse, sans que l'on ait toujours conscience. Ces résultats pointent vers la diversité et la complexité de l'expérience quotidienne des jeunes en lien avec la recherche d'information et l'évaluation de l'information. Cependant, ça pointe vers la complexité aussi de la prise en compte des expériences quotidiennes, mais ce n'est pas parce qu'on recherche une information pour l'école non plus qu'on va jamais porter d'attention aux sources, ou que le contexte dans lequel l'élève se trouve, en fait, le but de la recherche d'information peut conditionner de manière assez importante cette attention qui va être portée. Donc on a pu mener des études avec des lycéens dans lesquels on leur fait s'exprimer sur les recherches qu'ils font sur des thèmes scientifiques sur Internet, et on se rend compte que quand ils cherchent des informations, pareil, ça a été évoqué ici dans d'autres présentations, pour résoudre un problème personnel, on a observé que le nombre de citations à la crédibilité de l'auteur était 2 fois plus important que dans les contextes où il cherchait des informations pour faire un devoir. Donc voici 2 exemples des paroles des élèves, comment ils expliquent cette attention différente portée dans les contextes. On a une lycéenne qui recherche sur des informations pour résoudre un problème de santé. Elle va dire: pour un problème de santé, si c'est un chercheur qui est vraiment beaucoup plus avancé, qui a fait beaucoup plus de recherches que nous sur le sujet, on a tendance à croire davantage ces articles que les forums, où ce sont des gens comme nous qui répondent à des questions. Une autre lycéenne qui dit si le devoir est noté, là c'est dans le cadre d'un devoir, je vais faire des recherches sur plusieurs sites, et si ce n'est pas noté, je vais prendre la première information sans trop la développer, parce que je ne veux pas y passer trop de temps. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de fortuit dans ces comportements non plus. Ils sont tous guidés par certaines représentations et des raisonnements aussi sur la valeur de l'information et l'importance de la crédibilité de l'information selon le contexte et selon le but de la tâche. Donc, très important pour les enseignants d'être conscients de ça aussi et de pouvoir travailler explicitement sur ces buts et sur l'effet des contextes dans la recherche d'informations et dans l'évaluation. Et pas se contenter non plus simplement, même nous en tant que chercheurs, on ne peut pas se contenter non plus de ce que nous disent les élèves. Parce que si on les interroge, est-ce que tu fais attention aux sources d'information, est-ce que tu es préoccupé par ça? La plupart des adolescents vont nous dire oui, bien sûr, je suis préoccupé. Mais
s'affirmer comme préoccupé par cette question de manière spontanée, déclarative, ne veut pas dire faire attention et évaluer la source en contexte. Donc il faut distinguer les deux registres. Alors, vers la prise en compte de l'expérience des jeunes maintenant. Comment peut-on prendre en compte l'expérience donc des jeunes dans l'éducation? Tout d'abord, je pense qu'il faut rapprocher les concepts d'expérience quotidienne et d'évaluation de l'information. D'une part, les expériences des élèves peuvent nous aider à mieux comprendre leur raisonnement sur l'information. Évaluer l'information, c'est pas une recette pas à pas. Et ça ne suffit pas de donner des checklists aux élèves pour qu'ils se mettent tout d'un coup à évaluer l'information. Et ce n'est pas le but non plus de leur dire il faut évaluer à tous les coups, à chaque fois, systématiquement, parce que c'est un processus cognitivement coûteux aussi. Évaluer, c'est plus compliqué qu'une recette pas à pas. Ça demande aussi de comprendre et de travailler le raisonnement sur la valeur d'une information. Cette valeur, elle est dépendante du domaine sur lequel on s'exprime, du contexte et du but de la tâche que l'on a. Donc, le fait de déjà travailler, faire expliciter ce raisonnement, de comprendre le raisonnement des élèves, peut nous aider aussi à mieux comprendre pourquoi, dans certaines situations, ils évaluent et comment ils évaluent cette information. L'autre élément, c'est aussi la nécessité de perfectionner des méthodes, les méthodes et les ressources pédagogiques, en prenant en compte leur expérience. Donc, par exemple, inclure des suggestions des élèves dans les processus même de conception des ressources pédagogiques. Des fois, cette phase de conception des ressources, elle néglige l'apport que les élèves peuvent avoir, puisqu'ils sont des utilisateurs fréquents des différents outils de recherche d'information. Et on peut créer un lien à partir de certaines de leurs suggestions. Deuxièmement, avoir une connaissance fine aussi des processus cognitifs d'évaluation de l'information, être conscient du mécanisme qu'il y a derrière l'évaluation de l'information et qui peut expliquer pourquoi, dans certains contextes, un auteur va paraître comme plus fiable qu'un autre et peut-être pas dans d'autres contextes. Et selon l'âge des élèves, selon le domaine dans lequel ils se situent, et ainsi de suite. Quelles sont les opportunités pour développer toutes ces choses-là dans la salle de classe? Alors, juste pour souligner que depuis quelques années, il y a des résultats encourageants de la recherche sur l'enseignement de l'esprit critique et de l'évaluation, qui montrent qu'il y a des différences d'impact des méthodes que l'on peut utiliser. Sans bousculer tout le système éducatif, les enseignants peuvent déjà repenser les consignes de recherche d'information qu'ils donnent aux élèves. Par exemple, demander de justifier une réponse basée sur la source de l'information. Expliciter aussi les apports de la recherche d'information pour l'apprentissage. Donc, dans un projet récent, un GTNUM, avec André Tricot, on a vu l'impact que les tâches scolaires peuvent avoir, les consignes qui sont données aux élèves peuvent avoir sur la réalisation des devoirs. Donc, travailler sur ces consignes-là me semble être un élément très important. Dans les recherches interventionnelles, l'importance de la présélection des documents pour enseigner l'évaluation de l'information ressort aussi comme un élément central. Bien sûr, on peut demander aux élèves d'aller chercher sur Internet, mais il semblerait qu'il soit plus efficace de partir
de quelques documents, j'ai presque fini, merci, pour pouvoir contraster, par exemple, plus facilement les niveaux de fiabilité d'une source et discuter à partir de là avec les élèves. Et finalement, enseigner des stratégies et de critères d'évaluation de l'information à travers des ateliers sur les différents paramètres de source, tels que la compétence de l'auteur, la qualité du média, former aussi également à la lecture fonctionnelle, c'est-à-dire une lecture guidée par des objectifs et non pas simplement la lecture pour comprendre un texte. Voilà, et je vais sauter cette partie-là. Merci pour votre attention.